Destin inattendu. Des personnes ordinaires au destin extraordinaire. On a quitté Gégé la semaine dernière, petit enfant à Tours, passionné de dessin, qui se disait dans sa tête plus jamais je serai adulte, tous les adultes sont des menteurs, donc je vais faire autre chose de ma vie. Faut rappeler qu'on était dans les années 70, 80, que on était tous fous, tout était possible, on avait des rêves plein la tête, mais lui il en avait un petit peu beaucoup et je crois qu'il a le pompon quand même de ce qu'il a pu oser faire dans sa vie. Mais quelle belle époque. Raconte-nous un peu comment tu es parti de Tours. C'est une longue histoire que je vais faire très court. En fait, on est resté la semaine dernière sur l'idée des adultes. Les adultes, la difficulté que j'avais à devoir devenir adulte. Ma mère disait, de toute façon, t'es pas ordinaire. Elle m'a toujours dit, t'es pas ordinaire. Donc, je savais pas ce que c'était qu'être ordinaire. Mais je savais aussi que c'était me barrer quand même, de prendre de l'air. Pas être ordinaire, c'est de dire, je vais pas vivre comme ça. Je vais décider de ce que je vais faire. Et pour ça, il faut que je parte. Et donc après mes études, il fallait que je choisisse pour faire ce que j'allais poursuivre au niveau des études. Et donc j'ai pris un compas. Après ton bac en fait. Après le bac, ouais. J'ai pris un compas, j'ai mis la pointe sur le lieu de mon habitation, premier GPS. Ouais. Et je suis passé par les 3 écoles qu'on me proposait pour venir après le bac C. Alors, il y avait l'INSA, il y avait donc le CES d'Angers, enfin bref, peu importe. Pour devenir ingénieur. Oui, bon, je dirais ingénieur plutôt. mais ce que je cherchais là-dedans, c'est d'être le plus loin possible. Le compas m'a permis de choisir l'INSA parce qu'il était le plus loin possible de moi. Je me dis, comme il est loin, je vais pouvoir avoir le temps de réfléchir. Aujourd'hui, ce serait plus vrai, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une voiture, quasiment tous les étudiants ont une voiture. Ou de l'argent, enfin le téléphone portable, on n'avait pas ni téléphone ni bagnole, il y avait peut-être 10 voitures sur le parking et le téléphone était complètement bousillé parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le démonter, pour le rendre Les cabines téléphoniques étaient toujours en panne, oui. Exactement, oui, on devait toujours faire. On s'en passait, il n'y avait pas de problème. Hein. Aujourd'hui, quand on voit la dépendance à ces objets, enfin bref. Et donc oui, j'ai choisi d'aller le plus loin possible pour prendre du recul en fait. Et pour penser vraiment à ce que tu voulais faire de ta vie. Voilà. Et il se trouve que j'ai un ami qui était passé comme ça chez moi, dans ma chambrée, et qui me dit, tiens, j'ai acheté un journal de Spirou, et il y a 2 pages qui sont réservées aux amateurs, 2 cartes blanches. Je suis allé immédiatement acheter Spirou, voilà. Et je suis tombé en arrêt, comme un setter anglais, devant une page où il y avait un personnage qui s'appelait Bisu, un petit personnage lutin dans la forêt, dessiné par Jean-Claude Fournier, et il était dans la neige avec une lampe à huile, donc les ombres et tout, la forêt, le noir. Oh, je trouvais ça beau, poétique à fond. C'était une page qui m'a transformé, vraiment. C'était un point d'orgue en fait. Et donc j'ai eu ma carte blanche en plus qui a été acceptée. Je n'y croyais pas. J'en ai fait une 2e, elle a été acceptée aussi. J'en ai fait une 3e, elle a été acceptée encore. Magique. Et je dis, je vais faire pas que des cartes blanches quand même pour gagner ma vie. Donc cherchons un professionnel. J'ouvre l'annuaire, jaune, toujours à l'époque efficace. Je tombe sur un Jean-Claude Fournier et puis un Dupont-Lajoie, enfin il y en avait 3 ou 4, pas plus. Je me dis, tiens, c'est le même nom, c'est peut-être lui, on va faire un effort, je fais le numéro, je tombe sur un type qui me dit, oui, c'est bien moi. Il me donne un rendez-vous. Donc j'ai un rendez-vous, je vais avec lui, je vais chez lui avec mes quelques pages de BD. Il m'a dit 3 ou 4 trucs, des remarques. J'ai vu, moi, ces originaux, et j'ai compris la grande marche qu'il y avait à franchir pour aller de l'un à l'autre. Ou de l'autre à l'un. Je suis rentré chez moi avec plein de connaissances. J'ai une particularité, c'est que j'apprends les choses tout seul souvent. Quoi. C'est un peu autodidacte. Je préfère. Et donc, je suis revenu chez lui avec des planches différentes, plus professionnelles, je dirais. Et là, d'emblée, il me dit
Ça t'intéresserait de dessiner Bisu? Oh. Dans Spirou? Ouais, Incroyable. Ouais. Ah, oui, c'est incroyable. Ça n'arrive qu'à moi, ces conneries-là. Et je dis, je veux bien essayer. Et ça marchait. Et j'ai fait une 20aine de pages pour le dépanner sur son projet où il était débordé avec le Spirou lui-même. Donc j'étais dans un journal. J'avais au parallèle un diplôme qui me permettait d'attaquer une vie habituelle de tout le monde. Avec travail, maison, sanglé, maison, retraite. Ne parlons pas de sujet. Oui, la retraite n'est pas la même quand on est ingénieur ou dessinateur. C'est sûr, c'est pas la même. Donc il fallait que je comble un peu, et donc je me suis dit, tiens, je vais créer des personnages, et j'ai créé les personnages de l'INSA. Tous mes potes, avec leurs caricatures. Moi, le centre Gontran, je l'appelais Gontran, c'est moi, mais je m'étais un peu amélioré quand même pour pas avoir l'air d'un imbécile. Et une copine, pas de cheval, une copine. Et ça a marché presque immédiatement. Puis ça s'est arrêté au bout de 200 pages, 150-200 pages, ça fait un bout de temps quand même. Et j'ai rencontré beaucoup de gens depuis qui voudraient en faire l'album, parce qu'il n'y a jamais eu d'album de faire. Donc peut-être qu'un jour, je vais ressortir mes pages, et faire ça. Mais bref, je l'ai retrouvé comme professionnel, reconnu comme professionnel, avec un revenu ridicule par rapport à ce que j'aurais eu sur le travail d'ingénieur. À l'époque, ingénieur, les boîtes venaient nous chercher à domicile quasiment. C'était facile d'avoir du boulot. C'était pas comme aujourd'hui. Et il fallait traverser beaucoup de trottoirs pour avoir... Et tu étais libre là, par contre. Tu étais libre, exactement. Libre, loin de chez moi. Donc quand je retrouvais chez moi tous les je ne sais combien de temps, ça se passait bien, puisque on ne s'était pas vu depuis longtemps. On a effacé à ce moment-là les choses qui dérangent. C'est un petit peu comme une surface peinte, un acrylique ou vernis. Après coup, il faut que la main glisse dessus. Donc à force de ça, tout devient facile. Presque facile quand même. Pas complètement, mais facile. Et voilà, lancer... Et donc Spirou régulièrement, et voilà. Puis Mickey rapidement aussi. Alors Mickey, j'ai travaillé pour Mickey en scénario et dessin, mais j'y suis toujours d'ailleurs un peu. Avec mon collègue Bellum, on a fait des milliers de pages, comme ça, voilà. Et puis Fluide Glacial, beaucoup plus adulte, où j'avais fait des 4e de couverture un peu trash comme ça. Raconte-nous ta rencontre avec Jean-Loïc Bellum, qui est un peu ton alter ego. Jean-Loïc Bellum, c'est venu... Alors, je disais, je crois me souvenir dans la première série là, de votre interview, là, que j'aimais faire les choses à plusieurs. J'aimais avoir des collaborateurs, des gens avec qui travaillent pour l'échange et tout. Parce que tout seul, c'est dur de travailler dans la bande dessinée. On est devant sa plage et on fait rien d'autre, quoi. Et j'avais motivé la Bretagne en faisant des réunions de dessinateurs pour essayer de faire quelque chose. Et ça a abouti à un journal, Frilouse, né morveux, quoi, né sale. Né dans un bistrot. Oui, on peut le dire. Et donc, on était arrivé quand même à... Alors, la philosophie du bouquin, pour moi, c'était 50% de professionnels et 50% de débutants, qui leur permet de faire leurs armes sur Frilouse. On a fait 8 numéros, 12 000 exemplaires, 500 abonnés, et là, il y avait besoin de passer la vitesse supérieure. Oui. Et la vitesse supérieure, c'est la ville de Rennes qu'on a essayé d'avoir, qui nous a proposé des choses. Bon, on n'a jamais réussi à avoir le budget nécessaire pour vraiment faire quelque chose. Donc j'avais dit, lors d'une réunion, aux jeunes, tout jeunes, de prendre la main. Parce qu'avec Bellum, mine de rien, on faisait tout. Maquettes, des timbrés, voilà. Mais ma rencontre, tu parlais de ma rencontre avec Bellum, c'est que quand j'avais réuni l'ensemble des dessinateurs, quelqu'un m'avait dit « Ouais, Bellum, c'est un con, c'est un mec qui n'est pas fréquentable, tout ça. » Et moi, j'entends ça, je ne crois pas. Alors, soi-disant qu'il aurait critiqué notre idée de Frilouse, machin. Donc j'appelle Bellum. Je suis tombé sur Chantal Bellum, qui protège son mari.
Et j'ai quand même un rendez-vous. Je vais à ce rendez-vous. Elle me dit, il est à l'étage dans son atelier. Je monte et je vois mon Jean-Loïc ici, on peut dire pété complètement, avec une bouteille de Ricard. C'était le jour de la mort de Brassens. Et là, il était effondré. Moi, j'ai vite effondré avec lui tout seul, pas tout seul. Il restait du Ricard dans le fond de la bouteille. Et c'est comme ça qu'on est devenus les meilleurs potes qui soient. Oui, mais ce qui est fascinant, c'est que vous n'aviez pas un rond, vous commenciez, mais en même temps, tu as eu l'idée de faire un travail pour des jeunes inconnus. Ça veut dire que tu avais déjà cette idée de partage. Oui, et parce que moi j'ai été inconnu aussi. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un, Fournier, qui m'a ouvert les portes, tout simplement. Mais c'est bien d'être reconnaissant, c'est bien, c'est bien, bravo. On te remercie et la semaine prochaine, tu vas continuer à nous raconter toutes les folies que tu as pu faire et toutes les belles choses que tu as pu faire. Là là Merci. là, ça chauffe.